Je suis allé au mariage de mon fils comme un père célibataire fier, mais la pancarte avec mon nom disait « Faux père sans éducation ». La famille de la mariée a ri jusqu'à ce que mon fils dise « Papa, rentrons à la maison ». Le lendemain, leur entreprise a subi un choc qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ils m'ont appelé « Faux père sans éducation » devant mon propre fils, comme si j'étais un poids, une honte. J'étais prêt à avaler cette humiliation et à partir en silence, mais mon fils s'est levé, les a fixés, et à ce moment-là, j'ai su que quelque chose de bien plus grand était sur le point de se produire. Je restais immobile au fond de cette salle de marbre au centre de Chicago, tirant sur la veste bon marché du magasin qui ne m'allait jamais vraiment. 22 ans. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que Sarah était partie, me laissant avec un enfant de 3 ans en pleurs et une montagne de factures. 22 ans à travailler sur les chantiers le jour et à remplir les rayons du Home Depot la nuit. 22 ans de dîner aux macaronis au fromage et de vêtements d'occasion. Mais nous y sommes arrivés. Moi et mon garçon, Trevor. Et maintenant, nous étions là, sous les lustres en cristal projetant une lumière dorée sur des tables qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Des invités en robe de créateur, trinquant avec du champagne dont je ne savais même pas prononcer le nom. Le jour du mariage de Trevor. Ma poitrine se gonflait de fierté en voyant mon fils, grand et élégant dans son smoking sur mesure, rire avec la famille de la mariée près de l'orchestre. Je me dirigeais vers la table familiale, cherchant ma place. Les Hawthorne, la famille de la mariée, n'avait pas lésiné sur les dépenses. Même les cartes nominatives étaient gravées en doré. J'ai trouvé la mienne facilement, Austin Mitchell, père du marié. Mais en dessous, quelqu'un avait ajouté quelque chose dans une écriture élégante, comme avec un stylo doré. Faux père sans éducation. Mon sang s'est glacé. Certainement une erreur. Mais j'ai alors entendu des rires étouffés de l'autre côté de la table. Le docteur Richard Hawthorne, père de la mariée et cardiologue renommé du Northwestern Memorial, souriait derrière son verre de whisky. Sa femme, Victoria, cachait son rire derrière sa main aux ongles parfaitement manucurés. Leur fils, Bradford, se pencha vers son cousin et lui souffla quelque chose qui les fit éclater de rire en me fixant. « Que voulais-tu attendre ?» dit le docteur Hawthorne à sa femme. « Cet homme construit des maisons pour vivre. Il a probablement quitté le lycée pour assumer une grossesse adolescente. » Mes mains tremblaient quand j'ai discrètement retourné la carte et essayé de m'asseoir, mais le mal était fait. Les rires se propageaient comme un feu de paille de leur côté de la table. 22 ans de sacrifice, 22 ans à être à la fois père et mère pour Trevor, réduit à une simple blague. Je me suis levé, prêt à partir avec le peu de dignité qu'il me restait. Mais quand je me suis tourné vers la sortie, une main ferme a saisi la mienne. « Papa. » La voix de Trevor était calme, mais déterminée. Ses yeux ont croisé les miens, et j'ai vu brûler quelque chose là-dedans. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis ses 12 ans, quand il avait affronté des brutes à l'école Jefferson. « Je rentre, Trevor. »« C'est ton mariage. »« On rentre à la maison, » répéta-t-il plus fort. L'orchestre s'est arrêté en plein morceau. Les conversations cessèrent. 300 invités se retournèrent, tandis que mon fils fixait la table des Hawthorne et déclarait d'une voix claire. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. » Il n'a pas crié, il n'a rien expliqué. Il est simplement sorti avec moi de cette salle, laissant la mariée et sa famille pétrifiées derrière nous. Et le lendemain, tout a changé. Le retour à mon petit appartement de Rogers Park se fit en silence, à l'exception du bourdonnement de la Tesla de Trevor, une voiture qui m'avait toujours mis mal à l'aise. Il l'avait achetée l'année dernière avec l'argent gagné dans la tech, bien qu'il restât toujours vague sur les détails. Il gardait les yeux fixés sur la Lakeshore Drive, la mâchoire serrée, tandis que le lac Michigan s'étendait, sombre et infini, à côté. Il n'a pas dit un mot jusqu'à ce que nous arrivions devant mon immeuble, le même où je l'avais élevé, ce triplex avec le chauffage qui cognait en hiver et Madame Rodriguez à l'étage toujours avec ses feuilletons à plein volume. Alors que je cherchais mes clés, Trevor a brisé le silence. « Tu sais, papa, j'ai vu. » Je me suis figé. « Quoi ?» ?»« La pancarte. Je l'ai vue avant toi. » Je regardais de loin quand le cousin de Bradford écrivait ça. « J'ai attendu pour voir ce que tu ferais. » Mon cœur s'est effondré. « Alors pourquoi tu ne l'as pas empêché? Pourquoi tu n'as rien dit ?» Trevor m'a fixé avec une expression que je n'avais pas vue depuis que sa mère était partie, une douleur brute mêlée à quelque chose de plus dur, de plus froid. Parce que je devais en être sûr. Je devais savoir s'ils allaient vraiment le faire. S'ils auraient le culot d'humilier l'homme qui m'a élevé le jour le plus important de ma vie. Sa voix s'est brisée un peu. Et ils l'ont fait. Il a sorti son iPhone et m'a montré une vidéo, des images de sécurité, d'une manière ou d'une autre. Le docteur Hawthorne riant en tendant le stylo doré au cousin de Bradford. Victoria se moquant des gens de caravane essayant de vivre parmi des civilisés. Et le pire de tout,
la mariée elle-même, Stéphanie, acquiesçant et disant. Ma vraie famille, c'est l'homme que je vais épouser, avec tout cet argent. Ce maçon n'est qu'une formalité. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mais Trevor, lui, il était glacé. Papa, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Quoi donc? Je n'ai jamais signé leur contrat de mariage. J'ai cligné des yeux, incrédule. Tu ne l'as pas signé? Mais ils t'ont supplié de le faire. Le docteur Hawthorne t'a même proposé d'investir dans ton entreprise informatique si tu signais. Le sourire de Trevor fut aussi tranchant qu'une lame. Mais à ce moment-là, j'avais déjà construit quelque chose de bien plus grand. En secret, avec mon camarade d'université, Jake, nous avons fondé une entreprise de cybersécurité appelée Fortress Digital. Ma tête tournait de stupeur. Trevor, qu'est-ce que tu es en train de dire? L'année dernière, Microsoft nous a rachetés. Une transaction nette, tout en liquide. Il me fixa droit dans les yeux. J'ai touché 47 millions de dollars, papa. Assez d'argent pour acheter et revendre tout l'empire de la famille Hawthorne, si j'en avais envie. Je me suis laissé tomber sur mon vieux canapé, le même où je l'avais aidé à faire ses devoirs pendant 12 ans. Trevor ouvrit son ordinateur portable. Il pensait obtenir un mari trophée, un gamin naïf qu'il pourrait modeler et contrôler. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je jouais aux échecs pendant qu'il jouait encore aux dames. Ses doigts volaient sur le clavier. Et demain matin, ils découvriront qu'ils ont vraiment essayé d'humilier. Je me suis réveillé à 5 heures du matin avec l'odeur du café. Du vrai café, pas l'instantané que je faisais toujours. Trevor était déjà habillé d'un costume bleu marine qui valait probablement plus que mon pick-up. Il se tenait dans ma cuisine avec une mallette aussi épaisse qu'un annuaire téléphonique. Aujourd'hui est le jour, papa. Aujourd'hui, ils vont apprendre qui tu es vraiment pour moi. Pas un faux père, mais l'homme qui m'a fait devenir ce que je suis. Il me tendit la mallette. À l'intérieur, il y avait des rapports financiers, des documents de propriété et des registres d'entreprise. Les affaires de la famille Hawthorne, le Hawthorne Hospitality Group, un réseau d'hôtels et de restaurants de luxe dans le Midwest, saignaient en silence, désespérément. Et Trevor achetait depuis 1 an les parts d'actionnaires dissimulés, en utilisant des sociétés écrans portant des noms comme Fortress Holdings et Mitchell Investment Trust. Tu es déjà propriétaire d'une partie de leur entreprise. Murmurai-je. Le sourire de Trevor fut lupin. Exactement 48%. Et aujourd'hui, à 9 heures, quand le Henderson Pension Fund me vendra ses 12%, j'aurai la majorité. 9h15 du matin. Siège du Hawthorne Hospitality, en plein lobe de Chicago. Trevor entra dans ce gratte-ciel de verre comme s'il en était le propriétaire, et je commençais à comprendre qu'il l'était peut-être déjà. Les réceptionnistes interrompirent leurs appels, bouche bée en reconnaissant le « fils du maçon » du désastre du mariage, qui faisait déjà la une des commérages de la ville. La salle de réunion était pleine. Le docteur Hawthorne trônait au bout de la table en acajou poli, exhalant encore l'arrogance de la veille comme un parfum hors de prix. Qu'est-ce que cela signifie? Lança-t-il, tandis que Trevor s'asseyait calmement et posait la lourde mallette sur la table. La voix de mon fils était ferme comme du granit. À partir de maintenant, je contrôle 60% du Hawthorne Hospitality Group. Voici la documentation. N'hésitez pas à demander à vos avocats de la vérifier. Le silence fut assourdissant. Puis vinrent les murmures, les appels frénétiques, le froissement des papiers. Les mains du docteur Hawthorne tremblaient tandis qu'il lisait la preuve que son empire avait un nouveau maître. Espèce de parasite, bégaya-t-il, les veines du cou saillantes. Trevor ne s'y a pas. Non, Richard. Je suis le produit de l'homme dont tu t'es moqué. Le maçon qui a bâti le skyline de cette ville pendant que tu jouais au golf dans des clubs privés. Le faux père, qui a travaillé 16 heures par jour pour que je puisse étudier à Northwestern, la même université où tu enseignes l'éthique médicale. La salle était morte de silence. Je vais être clair. Trevor se tourna vers les autres membres du conseil. Je ne vais pas dissoudre l'entreprise aujourd'hui. Mais, avec effet immédiat, le docteur Hawthorne, sa femme, sa fille et chaque membre de sa famille sont révoqués de toutes leurs fonctions. La sécurité va vous raccompagner dehors. Vos indemnités de licenciement vous seront envoyées par courrier. Le docteur Hawthorne se jeta à travers la table. Vous n'avez pas le droit. C'est mon entreprise. Celle de mon père. La voix de Trevor resta implacable. C'était votre entreprise. Elle appartient désormais à l'homme que vous avez traité de « faux père » à travers moi. Et là-dessus, nous sommes sortis, laissant le legs des Hawthorne en ruine. Les semaines suivantes, ce que le Chicago Tribune appela « la prise de contrôle vengeresse du mariage » fut un véritable tourbillon. L'histoire de Trevor se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les cercles d'affaires.
Les gros titres allaient de « Le marié choque l'élite de la famille de la mariée » à « Du casque de chantier à l'acquisition hostile ». Mon fils, jadis réduit au rôle de simple « fils du maçon », était désormais invité à donner des conférences à Harvard Business School et faisait la couverture du magazine Entrepreneur. Quant à Stéphanie Hawthorne, elle disparut d'Instagram plus vite que la glace en juillet. Sa vie soigneusement mise en scène de fêtes sur des yachts et de brunchs de luxe s'était évaporée. On murmurait à Chicago qu'elle et ses parents faisaient face à des enquêtes fédérales pour détournement de fonds et affaires illégales que les experts comptables de Trevor avaient découvertes lors de l'acquisition. Mais Trevor, lui, avançait, travaillait, construisait. Il déplaça le siège de l'entreprise dans de nouveaux bureaux étincelants à River North, mais venait toujours chez moi tous les dimanches pour manger un rôti et regarder les matchs des Cubs, comme quand il avait 10 ans. Puis vint ce jeudi soir pluvieux d'octobre, quand on frappa à ma porte. J'ouvris et trouvai Stéphanie Hawthorne debout dans le couloir, trempée par l'orage, son maquillage de luxe dégoulinant sur son visage comme de l'aquarelle. « Monsieur Mitchell » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. « J'ai besoin de parler à Trevor. » J'ai appelé Trevor. Il apparut sur le seuil de la porte, regarda Stéphanie, et son expression ne changea pas d'un millimètre. « Trevor, j'ai commis une terrible erreur. » Les mots trébuchaient sur ses lèvres. J'étais sous une telle pression de mes parents, de tout le monde. Ils m'ont toujours fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur, que ton père était en dessous de nous. Mais maintenant je comprends. Trevor leva la main, l'interrompant en plein milieu de sa phrase. Tu comprends maintenant que l'homme que tu as insulté est propriétaire de l'immeuble devant lequel tu es en train de parler. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda au-delà de lui, vers moi, assis sur mon vieux canapé. Monsieur Mitchell, je suis désolé. J'ai été stupide. Arrête. Ma voix sortit calme, mais ferme. Tu n'es pas désolé de ce que tu as fait, chérie. Tu es désolé de la manière dont ça s'est terminé. Elle se figea comme un cerf dans les phares. Trevor sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Tes parents ont signé ceci lorsqu'ils étaient désespérés de liquider leur dernier bien. C'est une clause de non-concurrence qui empêche tout membre de ta famille de travailler ou de détenir des parts dans toute entreprise d'hôtellerie dans l'Illinois pendant les 20 prochaines années. Il la lui tendit. Cela t'inclut. Des larmes coulaient sur son visage. Trevor, s'il te plaît. On ne peut pas simplement parler. Régler ça? Il la regarda une dernière fois, et je vis dans ses yeux la même force silencieuse que j'avais tenté de lui transmettre toutes ces années. Tu as eu ta chance de parler, Stéphanie. Tu as choisi la moquerie plutôt que le respect. Tu as choisi l'humiliation publique plutôt que l'amour. Maintenant, moi je choisis la dignité de mon père plutôt que ton repentir. Et il referma la porte doucement, mais avec une conclusion totale. 6 mois plus tard, j'étais assis au premier rang du grand ballroom du Chicago Hilton, non pas comme invité de mariage cette fois, mais comme invité d'honneur. Trevor, en costume bleu marine, se tenait au pupitre, s'adressant à une assemblée de l'élite économique de Chicago, des autorités municipales et des boursiers. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'annoncer le lancement de la fondation Austin Mitchell pour l'éducation des familles ouvrières. L'ovation fut tonitruante. La mère Johnson monta sur scène pour serrer la main de Trevor. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce programme de bourse? Demanda-t-elle au micro. Les yeux de Trevor me trouvèrent au milieu de la foule. Cet homme-là, Austin Mitchell. Celui qu'on a ridiculisé pour avoir bâti cette ville de ses propres mains. Celui qui a travaillé 2 emplois pour que je puisse en avoir un. L'homme qui m'a appris que la vraie valeur ne se mesure ni en compte bancaire ni en diplôme, mais en intégrité, en sacrifice et en amour. Je sentis mes yeux brûler de larmes quand 300 personnes se levèrent pour applaudir. Pour la première fois de ma vie, je me sentis l'homme le plus riche de la salle. Après la cérémonie, Trevor et moi avons marché le long du Chicago Riverwalk, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau comme des diamants éparpillés. Tu n'avais pas besoin de mettre mon nom sur la fondation, dis-je doucement. Il s'arrêta et se tourna vers moi. Papa, tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit existe parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Quand maman est partie, quand les enfants se moquaient de mes vêtements usés, quand les conseillers me disaient de viser des options de carrière réalistes, tu n'as jamais cessé de croire. Je pensais à ce père célibataire apeuré que j'étais 22 ans plus tôt, sans savoir comment j'élèverais seul un enfant. En regardant Trevor maintenant accompli, intègre, fort, je compris que je n'avais pas seulement élevé un fils. J'avais élevé un homme qui comprenait la différence entre être riche et avoir de la valeur. Trevor sourit. En plus, je pense qu'il était temps que la famille Hawthorne découvre ce qu'est un véritable héritage. La fondation allait offrir des bourses complètes à plus de 500 enfants de familles ouvrières. Mais ce soir-là, en marchant au bord de la rivière avec mon fils, je savais déjà que j'avais reçu le meilleur retour sur investissement qu'un père puisse espérer. 2 ans plus tard, la vie avait pris un rythme que je n'aurais jamais osé rêver.
L'entreprise de Trevor continuait de croître, avec désormais des bureaux à New York et San Francisco. La fondation prospérait, envoyant de jeunes issus de milieux modestes à l'université partout dans le pays. Et moi? J'habitais toujours mon petit appartement de Rogers Park, je conduisais toujours mon vieux Ford F-150, je regardais toujours les matchs des Cubs avec Madame Rodriguez à l'étage. Mais je n'étais plus le même homme qui était entré dans ce mariage avec un costume mal ajusté et la fierté blessée. Je me portais différemment désormais, non pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais appris que la valeur d'un homme ne se définit pas par ce que les autres pensent de lui, mais par ce qu'il bâtit, ce qu'il donne et qui il élève. Puis vint l'appel qui allait tout mettre à l'épreuve. « Papa, tu dois voir ça. » La voix de Trevor était tendue ce matin de septembre. « Mets-toi sur la chaîne 7. » Je saisis la télécommande avec des mains tremblantes. À l'écran, un visage familier, le docteur Richard Osborne, devant le bâtiment fédéral au centre de Chicago, entouré d'avocats et de caméras. Les chefs d'accusation, fraude à l'assurance et évasion fiscale sur 5 ans. Le journaliste annonçait. La famille Osborne fait désormais face à une possible peine de prison et à des amendes de plusieurs millions de dollars. Cela s'était produit seulement 2 ans après que l'empire hôtelier de la famille Osborne ait été acquis lors d'une prise de contrôle hostile par le magnate de la cybersécurité Trevor Mitchell. Je coupais le son de la télévision et rappelais Trevor. « Comment tu gères ça ?» Un long silence. « Pour être honnête, papa, je me sens vide. Je pensais que je me sentirais vengé, tu sais. Mais les voir s'effondrer ainsi, voir les enfants de Stéphanie affectés par les choix de leurs parents, ça me rend juste triste. C'est à ce moment-là que je sus que je l'avais élevé comme il fallait. La vengeance peut être douce un instant, mais la vraie force, le vrai caractère, signifie savoir quand arrêter de se battre et commencer à guérir. Fils, dis-je doucement, peut-être qu'il est temps de penser à ce qui vient après. À ce que tu veux construire, plutôt qu'à ce que tu veux détruire. 5 ans après ce mariage désastreux, je me retrouvais dans une autre salle de bal luxueuse. Mais cette fois, tout était différent. Le gala annuel de la Fondation Austin Mitchell pour l'éducation des familles ouvrières se tenait au Palmer House, avec plus de 800 invités célébrant les boursiers. Je regardais autour de moi et vis des visages qui racontaient une histoire dont j'étais fier. Maria Santos, dont la mère faisait le ménage dans des bureaux, était maintenant interne à Johns Hopkins. David Kim, fils de chauffeur de taxi, terminait son MBA à Wharton. Sarah Williams, dont le grand-père avait travaillé avec moi sur les chantiers, fondait sa propre entreprise de technologie. Trevor monta sur scène sous des applaudissements tonitruants. À 30 ans, il était devenu le genre d'homme que j'avais toujours espéré. Réussi, oui, mais surtout généreux et centré. Il y a 5 ans, commença-t-il, mon père et moi avons quitté un mariage où l'on riait de nous pour ce que nous étions. Aujourd'hui, nous célébrons non pas ce qui nous divise, mais ce qui nous unit, la conviction que chaque enfant mérite de rêver grand, peu importe d'où il vient. Il fit une pause, balayant la foule du regard. Et j'ai une annonce. La fondation se développe. Nous ne finançons plus seulement les universités. Nous créons des programmes d'apprentissage, des bourses pour les écoles techniques et des prêts pour les petites entreprises de familles ouvrières. Parce que réussir, ce n'est pas seulement obtenir un diplôme. C'est construire une vie de but et de dignité. L'ovation fut assourdissante. Mais ce qui me toucha le plus fut ce que je vis dans un coin de la salle, Stéphanie Osborne, désormais Stéphanie Walsh, remariée avec un professeur de lycée, applaudissait discrètement. Ses enfants, un garçon et une fille d'environ 8 et 10 ans, étaient assis à ses côtés. Elle croisa mon regard et fit un signe de tête, non pas en signe de défaite, mais en quelque chose qui ressemblait à du respect. Après la cérémonie, elle s'approcha prudemment. « Monsieur Mitchell, je voulais vous remercier. » Je haussai un sourcil. « Me remercier ? La fondation a permis à ma fille d'obtenir une bourse pour le camp de musique l'été dernier. Elle ne sait pas que cela vient de vous, mais moi je le sais. » Sa voix se brisa. « Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que ma famille a fait, vous avez quand même aidé ma fille. » Je regardais cette femme qui avait ri autrefois, qui m'avait traité de faux père, et je ressentis quelque chose que je n'attendais pas, de la compassion. « Stéphanie, dis-je doucement, les enfants ne sont pas responsables des erreurs de leurs parents. Votre fille mérite toutes les chances de briller, peu importe notre histoire. » Elle essuya ses larmes. « J'essaie de leur apprendre autrement. Leur apprendre qu'il faut juger les gens par leur caractère, pas par leur compte en banque ni par leur métier. C'est tout ce que nous pouvons faire, répondis-je. Essayez d'être meilleur qu'hier. » Quand la soirée prit fin, Trevor et moi étions sur le balcon de l'hôtel, contemplant l'horizon de Chicago, un horizon que j'avais contribué à bâtir de mes propres mains, des décennies plus tôt. « Papa, tu te demandes parfois ce qui se serait passé si nous étions restés à ce mariage ?» Je réfléchis un instant. Pour être franc, Phil, je crois que tout est arrivé exactement comme il fallait.
Cette humiliation nous a appris quelque chose d'important, que notre valeur ne se définit pas par l'opinion des autres, mais par la manière dont nous traitons les gens, dont nous affrontons l'adversité et par ce que nous choisissons de construire avec nos vies. Trevor sourit. Tu sais ce qu'il y a de mieux? Le nom Hawthorne sera retenu pour le scandale et la fraude. Mais le nom Mitchell sera retenu pour avoir donné une chance aux enfants. Tandis que nous regardions les lumières de la ville scintiller en dessous de nous, je compris que parfois les plus grandes victoires ne viennent pas de la défaite des ennemis, mais du fait de devenir le genre de personne qui n'a plus besoin d'ennemis. Parfois, la meilleure revanche est simplement de bien vivre, d'aimer profondément et de relever les autres sur notre chemin. Le père célibataire effrayé qui était entré dans ce mariage, avec un costume mal ajusté et la fierté meurtrie, n'existait plus. À sa place se tenait un homme qui connaissait sa valeur. Non pas parce que son fils avait réussi, mais parce qu'il avait élevé un fils qui utilisait son succès pour rendre le monde meilleur. Et cela, pensais-je, était un héritage digne d'être bâti. Commentaire Monsieur Reddit. Donc, les Hawthorne se sont moqués du faux père au mariage, et au final ils se sont fait éjecter de leur propre empire par ce même faux père, à travers son fils? Eh bien, on dirait que la seule chose authentique dans cette famille, c'était l'arrogance.